Les géants de la finance américaine arrivent et vous n'êtes pas prêts. En tout cas, c'est ce que pense Matt Hougan, le CEO de Bitwise. Pour lui, 2025 pourrait connaître un afflux de capitaux exceptionnels dirigés vers Bitcoin avec l'arrivée de plusieurs gros noms de la finance traditionnelle. Il évoque la Bank of America, Morgan Stanley et Wells Fargo par exemple. C'est probablement des noms que vous connaissez, c'est littéralement ceux qui représentent le mieux la finance de l'ancien monde. Toutes les têtes commencent à se tourner vers l'invention de Satoshi Nakamoto et pour une fois, on ne parle pas du grand public mais bel et bien des gros poissons. Parce qu'il faut le dire, c'est bel et bien eux qui ont porté le marché ces derniers mois. Je vous en parlais dans la dernière vidéo déjà, le marché a beaucoup changé et la dynamique de la liquidité aussi. On est début mai et là on commence à avoir une tendance qui se dessine depuis le début de l'année. Une tendance assez claire à vrai dire, mais encore faut-il savoir où regarder. C'est indéniable, les institutions et les baleines remettent massivement les pieds dans le marché, avec Bitcoin en tête évidemment. Des milliards de dollars affluent dans un silence relatif, pendant que la majorité regarde ailleurs. La smart money parie très gros sur Bitcoin et on assiste à un véritable changement de cap. Bon, et puis au fond, ces derniers temps, beaucoup ont annoncé un top de marché et l'arrivée d'un bear market imminent. La réalité est comme toujours un peu plus contrastée. Mais du coup, c'est quoi ces super signaux qui semblent marquer un retour en force des gros poissons? Pourquoi maintenant? Et surtout, comment faire pour en tirer parti? Ce qui se joue en ce moment, ça pourrait bien redessiner en profondeur le paysage de notre écosystème. Et laissez-moi vous dire que ça pourrait grandement impacter votre portefeuille. Alors fallait bien qu'on en parle. Allez, c'est parti. Dans une récente interview, John D'Agostino, responsable stratégique chez Coinbase Institutional, partageait son point de vue sur le marché. Il explique que ces dernières semaines, on a pu observer un retour en force des institutionnels. Des fonds souverains, des entreprises privées, de plus en plus d'entités se mettent à accumuler du Bitcoin, alors même que les particuliers continuent de fuir le marché. Rien que si on regarde du côté de Strategy, c'est flagrant. Malgré une perte de 5,9 milliards de dollars au premier trimestre 2025, largement causée par l'adoption de nouvelles règles comptables, l'entreprise de Saylor ne ralentit pas, et même mieux, elle accélère. Strategy détient désormais 555 450 bitcoins, acquis pour un total d'environ 38 milliards de dollars, ce qui représente plus de 2,6% de l'offre totale de bitcoin en circulation. À un prix d'achat moyen d'un peu moins de 70 000 dollars par BTC, elle affiche actuellement une plus-value latente d'environ 14,2 milliards de dollars, la valeur du BTC tournant autour de 94 000 dollars au moment de l'écriture de cette vidéo. Et fin avril, Strategy a encore acheté 1895 bitcoins supplémentaires pour 180 millions de dollars, à un prix moyen de 95 167 dollars environ. Cette opération a été financée par la vente d'actions dans le cadre de ses programmes de levée de fonds en capital. Bon, et vous vous souvenez du programme 21-21? C'était en fin d'année dernière, Saylor voulait lever 21 milliards de dollars pour acheter plus de BTC. Évidemment, ça a été un succès, et maintenant, ils remettent le couvert avec le plan 42-42. Cette fois, on parle de 84 milliards de dollars qui devraient être levés pour acheter du Bitcoin d'ici les 2 prochaines années. Saylor a plongé la tête la première dans Bitcoin avec Strategy, et ils ne sont pas les seuls. D'après les dernières données sur le sujet, 79 entreprises cotées détiennent désormais du Bitcoin dans leur trésorerie, 12 de plus juste au premier trimestre de cette année, et la tendance devrait s'accélérer. Dans la liste, on retrouve des noms comme Tesla, Marathon Digital, Riot Platforms, donc des mineurs entre autres, là rien de nouveau, mais depuis peu, de nouveaux entrants comme Semler Scientific, une entreprise californienne de technologie médicale, se retrouvent au milieu de tout ça. Ils ont déjà plus de 3000 BTC en réserve et comptent lever des centaines de millions pour en racheter encore. Et c'est pas les seuls, il y en a d'autres. On a un deuxième signal, c'est au niveau des ETF. Depuis leur feu vert donné par la SEC, ils ne déçoivent pas. BlackRock, Fidelity, ARK, les géants de Wall Street ont tous lancé leurs ETF spot sur Bitcoin et les flux entrants sont spectaculaires. Avec une capitalisation dépassant les 100 milliards de dollars, on a vu des entrées assez impressionnantes ces dernières semaines. Rien que depuis début mai, les ETF ont absorbé plus de 18 000 BTC, alors que les mineurs n'en ont produit qu'environ 3 000. L'appétit pour les ETF revient, c'est plutôt clair. Rien que pour l'ETF de BlackRock, qui est le leader en la matière, ça fait plus de 2 semaines qu'on a plus d'entrées que de sorties. Forcément, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais les ETF ont vraiment chamboulé la structure de notre marché. C'est bien plus simple qu'avant de se positionner sur Bitcoin. Et couplé à tout ce qui se passe du côté des États-Unis, ça soutient le cours de manière assez remarquable. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait en matière de produits financiers sur les cryptos ces derniers temps. On a Coinbase qui a sorti un fonds destiné aux institutionnels qui vise un rendement de 4 à 8% sur du BTC. Bon, pour l'instant, c'est que pour les clients en dehors des USA, mais quand même, ça témoigne vraiment d'une chose, c'est que le marché est inexorablement tourné vers l'argent des instituts en ce moment. Si on se fie aux données de Google Trends, on voit bien que l'intérêt des particuliers pour Bitcoin est vraiment pas sur des plus hauts. Et pourtant, son prix, lui, il flirte avec un nouvel ATH. C'est pas impossible que ce regain d'intérêt des gros poissons ne finisse par déclencher un retour des retails. À voir. En tout cas, on a plein de signes qui vont dans ce sens.
En avril, le CME a connu une explosion de ses volumes de produits dérivés liés aux cryptos, atteignant en moyenne 183 000 contrats négociés par jour, soit une valeur de 8,9 milliards de dollars. C'est assez spectaculaire à vrai dire, et ça correspond à une hausse de 129% par rapport à avril 2024. Ce ne sont pas les retail qui achètent sur le CME, mais bel et bien les professionnels, et pour le coup, cette fois, ce sont les contrats sur ETH qui ont mené la danse. On a observé un bond de 239% pour les contrats standards et de 125% pour les micro-contrats pour la blockchain de Vitalik Buterin. Bitcoin n'est pas en reste non plus, les micro-contrats BTC ont progressé de 115% par exemple. Petite parenthèse, ce qu'on appelle des micro-contrats, c'est des produits financiers qui représentent des petites portions de Bitcoin ou d'Ether, permettant aux investisseurs de se positionner plus finement sur notre marché. On n'a pas eu de hausse immédiate sur le cours, et ce décalage entre volume échangé et évolution des prix suggère que les gros acteurs se positionnent ou ajustent leurs expositions plus qu'ils ne parient sur une hausse immédiate, alors à voir. En parallèle, les volumes globaux sur les futures ont franchi la barre des 67 milliards de dollars en open interest sur Bitcoin. C'est pas juste un rebond de marché, c'est un déplacement massif de capitaux institutionnels vers des produits dérivés. Tous ces signaux, ils convergent vers un seul message. Les institutionnels ne sont plus à la porte, ils sont déjà là et ils achètent en masse. Mais alors pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que tous ces géants qui avaient disparu des radars ou restés frileux se remettent soudain à accumuler du Bitcoin comme s'ils n'avaient jamais arrêté? Spoiler, ils ne font pas ça sur un coup de tête. Il y a plusieurs raisons et on assiste quand même à un petit alignement des astres. La première raison, elle est simple, c'est les taux d'intérêt. Pendant plus d'un an, la Fed a matraqué l'économie avec des hausses de taux pour calmer l'inflation. De 0,25 à 5,5% sur un temps si court, c'est vraiment pas rien. Bon, je vous refais pas l'histoire, vous la connaissez. On en a assez parlé sur cette chaîne et un peu partout à vrai dire. Il y a quelques semaines de ça, le marché s'attendait à une baisse des taux à venir assez prochainement. Beaucoup de données allaient dans ce sens, mais malheureusement, il y a le chiffre de l'emploi qui est un peu venu gâcher la fête. Le NFP est sorti un peu plus haut que prévu. 177 000 nouveaux emplois contre 135 000 attendus. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est pas forcément le terrain idéal pour baisser les taux. Parce que pour Powell, ce que ça veut dire, c'est que l'économie est toujours forte et qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Après, on a le GDP aussi, qui est sorti récemment, c'est le PIB en français, et qui montre un ralentissement de l'économie bien plus important que prévu. C'est assez normal avec les tarifs imposés par Trump. Bon nombre de boîtes sont dans l'attente et ont mis en pause leurs importations en attendant de voir. La Fed est un peu le cul entre deux chaises en ce moment, parce que d'un côté, on a effectivement des signes d'un ralentissement économique, et de l'autre, un signe que ça va, c'est pas tant la cata que ça. C'est sûrement pour ça qu'après avoir entamé une première baisse des taux l'année dernière, on est un peu en stand-by. Ils attendent d'avoir plus de visibilité en somme. Trump met la pression, mais Powell a l'air de tenir bon, et ça, forcément, ça contraste un peu avec l'espérance d'un retour en force du bull run, entre autres. On verra ce qui va se passer d'ici la fin d'année, mais c'est pas improbable que certains gros poissons aient déjà flairé quelque chose concernant ces fameux taux et qu'ils se positionnent en conséquence. Un autre truc qu'on peut regarder, c'est du côté du QT, le fameux Quantitative Tightening. En gros, c'est le programme de la Fed pour retirer de la liquidité des marchés en laissant son bilan se réduire. Mais là aussi, ça s'essouffle. La Fed a ralenti ce dégonflement de son bilan. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on freine de moins en moins le marché. Moins de tension, plus de respiration, et donc encore une fois un terrain plus favorable pour le retour des capitaux sur des actifs alternatifs comme BTC. En mars dernier, la Fed a annoncé qu'elle allait ralentir fortement le rythme de son QT à cause de l'incertitude sur la liquidité des marchés, notamment liée à l'impasse sur le plafond de la dette américaine. Là encore, je vous en parlais dans cette vidéo. Vous voyez, on fait des connexions et au final tout se recoupe, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Après, il faut faire attention quand même. Même si le QT a l'air de ralentir, pour certains officiels de la Fed, il y a encore de la marge. Alors là, c'est pareil, le ciel commence à se dégager, mais on entend encore le tonnerre gronder au loin. Aussi, il faut voir un truc, c'est que la régulation se clarifie. Pendant longtemps, les institutionnels hésitaient à entrer dans le marché crypto parce que tout était flou, voire carrément risqué juridiquement. Aujourd'hui, ça change. Aux États-Unis, la SEC a un peu lâché la bride. Les banques sont autorisées à mettre les pieds dans le plat et surtout, on commence enfin à savoir sur quel pied danser. Résultat, la peur du gendarme diminue et les gestionnaires d'actifs peuvent enfin inclure du Bitcoin dans leur portefeuille sans trembler à chaque déclaration. C'est un shift très important et surtout, faut pas oublier que Trump est à la Maison Blanche depuis 3 mois à peine. Et enfin, il y a ce que j'appelle la légitimation symbolique. Il y a encore quelques années, acheter du Bitcoin, c'était même pas envisageable pour une entreprise du S&P 500. Aujourd'hui, ça devient presque raisonnable. Quand on voit Michael Saylor accumuler plus de 500 000 BTC, BlackRock créer un ETF et en parler comme d'un remplaçant du dollar US, ou des entreprises et même des États annoncer la constitution d'une réserve stratégique, on sent bien que quelque chose a changé. Quand on met tout ça bout à bout, le retour de la liquidité, la régulation plus claire et cette image de plus en plus respectable, on comprend pourquoi les gros acteurs commencent à revenir bien plus vite que prévu. Ce n'est pas un hasard, c'est un moment stratégique, pensé, calculé et parfaitement synchronisé avec un environnement macro et politique qui devient enfin favorable. C'est maintenant qu'ils passent à l'action, alors même que beaucoup de particuliers hésitent encore.
Bon ok, tout ça c'est bien beau, Strategy accumule plus que jamais, les ETF se gavent de cash et les institutionnels s'excitent sur les dérivés, mais pour nous, investisseurs particuliers, les petits portefeuilles de l'écosystème crypto, ça change quoi concrètement? Déjà, ça change la nature même du marché. Quand des géants comme BlackRock, Fidelity ou des boîtes cotées achètent du Bitcoin à coups de pelleteuse, ils apportent deux choses que le retail ne peut pas offrir, de la liquidité et surtout de la stabilité. Et ça c'est énorme parce que l'un des plus gros freins à l'adoption du Bitcoin, c'est sa volatilité. Les cascades de liquidation et les ventes paniques qui peuvent faire chuter BTC de 30% en l'espace de quelques heures, tout ça, ça fait flipper pas mal de monde. Si les institutionnels restent et surtout s'ils continuent d'acheter les dips, alors la volatilité va, au fur et à mesure, devenir probablement un peu moins violente. BTC reste un actif spéculatif très nerveux pour le moment, mais plus il y a de gros joueurs avec des convictions long terme, plus le marché devient mature et résilient. Et puis le narratif, il évolue beaucoup lui aussi. Le Bitcoin comme or numérique, ça fait plus sens que jamais, et certainement que ça devrait s'accélérer dans les prochaines années. Après, faut pas trop se coller à cette image, si vous voulez mon avis. Il y en a plein qui le disent, Bitcoin c'est une classe d'actifs à part entière, alors faut le traiter comme tel. Pendant des années, Bitcoin c'était l'actif des marginaux, des anti-systèmes, des geeks, des libertariens. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. BTC commence à avoir sa place aux côtés des gens de la finance traditionnelle. Et ça change tout. Ce n'est plus juste un pari spéculatif, c'est un pari qu'on peut intégrer dans une allocation patrimoniale sérieuse. Pour beaucoup de particuliers, ça légitimise l'idée d'allouer une petite partie de son capital à Bitcoin et même par extension en crypto. C'est plus si exotique que ça. En 2025, quasiment 30% des adultes américains possédaient des cryptos, soit 65 millions de personnes quand même. Ce chiffre a bondi ces dernières années, on était seulement à 15% en 2021 par exemple, et on a piqué à 33% en 2022. Et enfin, il y a la dynamique de marché. On parle peut-être d'un nouveau cycle haussier, mais cette fois avec des bases différentes. Historiquement, les bullruns étaient déclenchés par le retail, par l'euphorie collective en gros. Là, on a un cycle alimenté par la structure. ETF, accumulation d'entreprises, stabilité macro, c'est moins spectaculaire, mais potentiellement plus durable. Si ça se trouve, on assiste à un allongement des cycles, avec un marché qui pourrait grimper plus lentement, mais de manière plus constante. Discrètement mais sûrement, les géants de la finance sont en train de redessiner le paysage de notre cher écosystème. Ce ne sont plus des expérimentations, ce sont des stratégies posées, des fonds lancés et des centaines de milliers de BTC qui bougent. Le marché change, c'est indéniable. Moins de folie spéculative, plus de structure, plus de logique long terme. Pour nous, les petits investisseurs, c'est à la fois une opportunité et un défi. En tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que si vous êtes là, vous êtes très en avance. Quelque part, le fait que les institutionnels ne commencent à se réveiller que depuis quelques mois, c'est très bon signe pour la suite. Et ça présage que du bon, si vous voulez mon avis. En attendant, restez à l'affût avec nous, et pour ça, venez sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct live, et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, surtout dans un écosystème aussi dynamique que le nôtre. On est bientôt 15 000, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, et partagez-la, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du marché à l'heure actuelle, et si vous avez ajusté votre stratégie à la lumière de tous les nouveaux éléments qui constituent ce cycle. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.